Bonjour. Malaise, perte transitoire de connaissance ou syncope sont le lot quotidien des acteurs de l'urgence. Le plus souvent, ces manifestations sont bénignes, mais elles peuvent être révélatrices de pathologies extrêmement graves, avec une morbimortalité proche de 10% dans les séries. Le rôle de l'urgentiste est donc essentiel pour d'un côté reconnaître rapidement les étiologies bénignes qui ne nécessitent pas ou pro d'examen complémentaire ni hospitalisation en urgence, et de l'autre les patients qui ont réellement besoin d'un diagnostic étiologique car il y a un risque d'évolution défavorable. Donc cette mise au point a été présentée dans le cadre des journées thématiques de la SFMU Cœur et Urgence de Nancy et elle repose essentiellement sur la mise à jour des recommandations de la Société européenne de cardiologie publiée en 2018. Donc on va justement utiliser ces définitions présentées par Brignol, le grand spécialiste de la syncope, pour vous parler en premier de la syncope qui est une perte de connaissance transitoire secondaire à une hypoperfusion cérébrale. C'est le mot hypoperfusion cérébrale qui doit inspirer toute la logique de l'enquête étiologique. Les mots-clés sont installation rapide, durée brève et récupération spontanément complète. Il peut y avoir, bien que ça n'appartienne pas à la définition stricto sensu, mais un argument essentiel pour la syncope dans le diagnostic, c'est une perte du tonus postural contemporaine qui peut se traduire par une chute ou un traumatisme. La perte de connaissance transitoire est un cadre nosologique un peu plus large. Ça inclut les syncopes, mais on va voir que ça inclut aussi beaucoup d'autres choses. C'est un état réel ou apparent de perte de connaissance, de perception, caractérisé par une amnésie de la période en question, en général brève, sans conscience, avec un contrôle anormal de la motricité et une perte de la réactivité. Le malaise est un terme plus flou, encore plus générique. Ça inclut des états de faiblesse transitoires sans forcément conduire à une perte de connaissance, mais il peut y avoir un malaise qui conduit à une perte de connaissance. Dans ces cas-là, on parlera de syncope précédée par un malaise. L'exemple typique est le malaise vasovagal, avec tout son cortège de signes auditifs, digestifs, éventuellement des acouphènes, des sueurs, une sensation de chaleur qui précède la perte de connaissance. Alors, la syncope n'est pas l'apanage uniquement du sujet âgé, au contraire. Vous voyez qu'ici, sur le graphique, on voit que la proportion des moins de 20 ans est colossale. Ce sont évidemment pas les mêmes pathologies qu'on va observer avant 20 ans, mais ça serait trop simple de les résumer à l'âge. Et à partir de 50 ans, d'autres types de syncopes vont apparaître, plus liées à des pathologies cardiaques et à des pathologies d'hypotension orthostatique, alors qu'ici c'est plutôt les syncopes réflexes dont nous allons parler. Alors tout d'abord, le problème est bien fréquent, mais vous allez voir que si on revient à la classification des pertes de connaissance transitoires, qui est le générique le plus important, on voit d'emblée qu'il faut séparer y a-t-il eu un traumatisme ou y a-t-il eu pas un traumatisme. On parle de traumatisme crânien bien entendu. S'il y a un traumatisme crânien, c'est un autre mécanisme que la perte de connaissance par hypoperfusion cérébrale, comme dans les syncopes notamment, qui ont trois types de causes d'hypoperfusion. On va le voir, c'est les réflexes, les syncopes par réflexe, c'est-à-dire utilisation inappropriée du système parasympathique et inhibition du système sympathique, l'hypotension orthostatique et les causes cardiaques. Ce sont les trois grands cadres que nous allons pister dans cet exposé. Le diagnostic différentiel d'épilepsie, de convulsions épileptiques, peut être troublant, surtout que si la syncope est prolongée, il peut y avoir des clonies, mais enfin l'épilepsie et les clonies c'est différent. L'épilepsie c'est souvent une perte de connaissance brutale précédée par un cri et qui s'accompagne d'une crise tonico-clonique avec ensuite une phase atonique, atone et parfois miction involontaire, morsure de langue et traumatisme. Donc les causes psychogéniques, génétiques en français ou géniques,
psychogènes, ce sont les pseudo-syncopes, hein, des simulations. En fait, les gens ne sont pas vraiment dans un état comateux. Ils peuvent être également, il peut y avoir également des causes non épileptiques, psychogènes, à ces pertes de connaissance. C'est un fourre-tout un petit peu compliqué. Et puis ça, c'est les causes rares, j'en parlerai pas ici. Voilà, alors on va parler des syncopes réflexes. Vous savez que c'est le premier cadre, le plus fréquent chez le sujet jeune, mais ça peut se voir à tout âge, d'hypoperfusion cérébrale. Il va y avoir des triggers, c'est-à-dire des gâchettes qui vont donner l'à-coup de réflexes négatifs, c'est-à-dire inappropriés. Ces à-coups peuvent être des emotional triggers, c'est-à-dire, on va le voir, la peur, les sensations désagréables. Là, il va y avoir des douleurs viscérales qui vont solliciter le baroréflexe. Hein, tout d'abord l'hypothalamus qui est sollicité, puis ensuite les centres du tronc cérébral. Et enfin, les gâchettes hémodynamiques, on en connaît au moins deux, hein, le sinus carotidien, les à-coups de pression, qui peuvent donner des pertes de connaissance réflexes. Donc le trajet qui va conduire à l'hypoperfusion repose sur une sollicitation du nerf vague au niveau du sinus et on va avoir une bradycardie asystole. Au niveau des ganglions parasympathiques, on peut avoir on peut avoir également une vasodilatation importante des veines, notamment lorsqu'on est debout, hein, c'est le syndrome du soldat, lorsqu'il reste longtemps debout en conditions favorables, comme quand il y a des varices, une grande chaleur, une déshydratation, etc. Et puis vous avez, de façon réflexe et inappropriée, une vasodilatation de la région splanchnique, donc vous n'avez pas de sang qui arrive au cœur, et en plus, vous avez une chute de tension médiée par le sympathique qui est inhibé, et enfin vous avez une bradycardie, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une perte de connaissance transitoire. Donc les syncopes réflexes, on vient de le voir, soit elles sont liées à une chute de tension, soit elles sont liées à une stimulation négative du cœur, un réflexe cardio-inhibiteur, et on a un réflexe inapproprié, soit un petit peu des deux. Soit les mécanismes, on les a décrits, c'est vasovagal, c'est-à-dire la douleur, la peur ou la situation, on va en parler tout à l'heure, c'est là l'importance de l'interrogatoire. Ou enfin, troisième cause, plus rare, mais vraiment importante à chercher chez le sujet âgé, surtout que ça peut permettre de déboucher sur un diagnostic assez facile et sans trop d'examens complémentaires, c'est l'hypersensibilité du sinus carotidien, on en reparlera. Les deuxièmes causes de syncope sont les hypotensions orthostatiques. Alors là, vous avez vu, le mécanisme sont nombreux à leur origine. Hein. Ça peut être un stockage veineux inapproprié ou au contraire une déplétion volumique, c'est la diarrhée, c'est la chaleur, c'est les diurétiques. Ça peut être un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Ça peut être des médicaments qui font à la fois chuter la tension ou qui peuvent agir sur le système sympathique. Et enfin, tout ça est favorisé par un débit cardiaque un peu plus faible, comme chez le sujet âgé, ou un début cardiaque parce que souvent le cœur, par exemple, il y a un pacemaker, ou il y a des choses qui empêchent le cœur de s'accélérer et de réagir à toutes ces sollicitations. Vous avez ensuite les syncopes cardiaques, en bleu ici. Alors, on va bien retenir les trois mécanismes à leur origine, et on va en parler. Ce sont les arythmies, ce sont les pathologies structurelles, on va voir que leur diagnostic est assez facile avec un tout petit peu de débrouillage clinique. Et enfin, il peut y avoir des pathologies des gros vaisseaux, comme nous allons le voir tout à l'heure, comme les pathologies de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Alors, tout malaise doit être exploré comme une syncope, et ça c'est très important, car en partage le même pronostic. Donc, malaise ou syncope, trois choses à faire, exactement les mêmes. Une évaluation initiale, recommandation de grade 1 qui comprend obligatoirement un interrogatoire, mais policier comme nous allons le voir, un examen physique à la recherche des causes cardiovasculaires, mais aussi neurologiques et le traumatisme, et un électrocardiogramme auquel il faut être bien formé pour repérer les anomalies de mauvais pronostic et les anomalies à plus faible risque. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup aimé dans cette présentation-publication dont on a parlé, les indices de l'histoire de la maladie qui vont vous permettre
d'évoquer un mécanisme sur la perte de connaissance. Alors, la perte de connaissance, pas forcément la syncope. C'est vraiment repérer dans quelles conditions était le sujet juste avant la syncope. Était-il assis? Était-il en train d'être debout? A-t-il fait quelques pas? Ou a-t-il levé les bras? Ou s'est-il relevé la tête? Était-il en train de faire pipi, faire caca, de tousser, d'avaler, etc. De rire même, hein. Manger évoque également un certain nombre de causes, notamment chez le TGAG, et des mouvements de la tête qui vont nous évoquer, on va le voir maintenant, des syndromes du sinus carotidien. Voilà. Donc vous avez les mécanismes et vous avez les possibles diagnostics en regard et vous avez des références qui permettent d'asseoir le diagnostic physiopathologique en regard du mécanisme de la situation qui a déclenché le réflexe. Donc, sachez qu'elles sont nombreuses. Hein. Rire, ça va être du valsalva. Jouer d'un instrument avant, ça va être du valsalva. C'est-à-dire qu'on va provoquer un réflexe inapproprié parasympathique, tandis que là, nous sommes dans les postprandiales hypotension du sujet âgé, qui peuvent être assis tout simplement, pas toujours debout d'ailleurs. Tout d'un coup, le sujet âgé tombe sur son assiette. Alors évidemment, on évoquera les causes rythmiques, mais sachez que les causes d'hypotension orthostatique devront être recherchées avec beaucoup de méticulosité. Voilà. D'autres mécanismes encore, je vous laisserai les relire, on l'a vu tout à l'heure, la peur, la douleur, les instruments médicaux, l'instrumentation médicale, le geste un peu douloureux qui provoque le vasovagal syndrome. Après l'exercice, là quand on lève les bras, c'est le syndrome du vol sous clavier. Les palpitations vont être évocatrices de tachycardie. Hein. Les émotions très fortes peuvent évoquer des causes arythmiques comme les catécholamines, les tachycardies polymorphiques, catécholaminergiques. Le bruit très bref, très soudain, comme une sonnette d'entrée ou un téléphone hein, qui donne quelques syncopes de type Cutellon. Les fièvres pour lesquelles il faut rattacher ça à un malaise vagal, bien entendu, mais plus rarement à un brugada, etc., etc., la privation de sommeil. L'interrogatoire doit absolument être très, très, très bien mené, rechercher les conditions de chaleur. Le bain chaud, c'est un grand classique, on est dans le bain chaud, on se lève, boum, on perd connaissance. Les conditions de chaleur qui donnent à la fois soit de l'hypotension orthostatique, soit des malaises vasovagaux. Voilà, donc on a vu tout ça. Ce qui est vraiment bien fléché par la société savante, c'est la syncope réflexe qu'on va essayer de retrouver, hein, soit la douleur, la vision, le son, l'odeur désagréable pour le malaise vasovagal, la survenue en station debout prolongée pendant le repas ou dans un endroit surpeuplé ou chaud, tout ça c'est des facteurs hein, qui ont été prouvés comme étant en faveur de réflexes. Les sujets jeunes qui font de nombreuses syncopes déjà multi-expérées pour lesquelles on ne trouve rien, c'est vraiment en faveur d'une syncope réflexe. La rotation de la tête, c'est le sinus carotidien. Et puis là, c'est le malaise vasovagal typique dont on a déjà parlé. Et ces gens-là n'ont pas de maladie cardiaque par l'examen structurel et l'électrocardiogramme. L'hypotension orthostatique, c'est vraiment une cause mais essentielle à rechercher. Et souvent, on ne prend pas la peine de mesurer la tension artérielle, et pourtant, on va voir, c'est une recommandation de niveau 1. Initialement, c'est pas toujours facile, et c'est pas toujours corrélé le moment où vous prenez la tension artérielle et où vous observerez l'hypotension, mais l'histoire doit vraiment être recherchée parce qu'elle est très évocatrice. Le sujet se lève, il fait quelques pas. Ouais. Ou alors il reste, on l'a déjà vu, longtemps debout, ou après un effort, il reste longtemps en position debout, et il peut faire une hypotension orthostatique. On a vu qu'il faut des facteurs favorisants, tout le monde ne fait pas ça. L'hypotension postprandiale, c'est les dysautonomies, notamment le Parkinson, les maladies neurologiques, le diabète, les relations temporelles entre le début, ou les changements de dosage de médicaments, vasodépresseurs, les diurétiques et la survenue de l'hypotension, et les neuropathies autonomes sont en faveur de l'hypotension orthostatique. Il faut chercher tout particulièrement, s'acharner, pas une seule prise, à mesurer une tension, on verra dans quelles conditions. Les syncopes cardiaques, elles surviennent justement pas vraiment toujours dans des conditions très claires, mais ce qui les favorise, c'est l'effort, ou ce qui doit les évoquer, c'est la position allongée.
hein. Donc là, s'il y a eu effort et syncope, tout de suite on arrête les efforts et on fait un bilan cardiovasculaire. On interdit les efforts ultérieurs, hein. Même si on ne trouve rien immédiatement à l'électrocardiogramme ou à l'examen physique, il faut quand même vraiment réévaluer ces patients patiemment après. Les palpitations vont être évocatrices de maladies rythmiques. L'histoire familiale de mort subite, évidemment, ça doit vous inquiéter, ça va rentrer en ligne de compte dans les syncopes cardiaques. Évidemment, l'existence d'une cardiopathie structurelle ou ischémique, on va le voir tout à l'heure, c'est un grand pourvoyeur de syncope cardiaque, par le biais des troubles du rythme ou par le biais de l'obstruction au passage du sang vers le cerveau. Et enfin, les anomalies électriques qui suggèrent un mécanisme arythmique, on les verra tout à l'heure. Donc, l'examen physique, c'est la deuxième chose. La biologie, je l'ai mise entre parenthèses, vous allez voir qu'en fait, on n'en fait quasiment pas systématiquement, sauf si on a des critères d'orientation. Mais la maladie cardiaque, sa recherche est cruciale car les patients cardiaques sont les plus à risque de décès. Donc on va faire un examen cardiovasculaire poussé en notant bien les signes vitaux, hein, tension, pouls, température, fréquence cardiaque. L'examen neurologique, en général, il n'y a pas d'anomalie chez ces gens-là, mais on peut avoir un train peut en cacher un autre. On va rechercher les étiologies pulmonaires, hein, dont l'embolie fait partie. L'anémie profonde favorise les syncopes. L'hémorragie interne aussi, les toxivromes, et voilà. Donc l'échographie clinique, on ne le dira jamais assez, moi j'en suis absolument ravi aux urgences. Ça permet quand même de vérifier la volémie, c'est-à-dire la veine cave, les cavités cardiaques, les grands vaisseaux, il peut y avoir des sténoses extrêmement sévères de l'aorte qu'on n'entend pas bien. Et on va voir les calcifications massives de la valve aortique, on va regarder les cavités droites versus les cavités gauches, le péricarde. Bref, on peut faire des diagnostics en plus rares de syncope, comme nous allons le voir tout à l'heure. Quant à la biologie, les recommandations nous disent qu'il n'y a pas de bilan systématique. La biologie sera guidée par la clinique. Alors, les étiologies structurelles, je suis étonné car elles ne sont pas automatiquement présentes à l'esprit lorsque j'évoque ce chapitre des médecins qui prennent en charge les syncopes. Et pourtant, il y en a quelques-unes qui sont très logiques. Ce sont les obstacles au passage du sang vers le cerveau, donc la sténose aortique, l'ischémie coronaire aiguë, parce que ce sont des gens qui vont faire à la fois des troubles du rythme, ou à la fois qui peuvent faire du bas débit, mais surtout les troubles du rythme ventriculaire. Les cardiomyopathies obstructives, là c'est l'obstruction justement, la tamponnade, hein, c'est-à-dire l'épanchement péricardique compressif, un coup d'écho et c'est fait. Le myxome de l'oreillette, c'est très rare, mais l'oreillette se balade à travers la valve mitrale si c'est un myxome gauche, et elle peut devenir complètement obstructive, parfois à droite également. La dysfonction de prothèse valvulaire, bon tout ça c'est l'étiologie qu'il faut évoquer, l'embolie pulmonaire. Oui, mais c'est pas la tarte à la crème, c'est-à-dire qu'on ne fait pas devant toute syncope une recherche d'embolie pulmonaire tout particulièrement. On le fait dans un cadre d'un faisceau d'arguments. Et enfin, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie diagnostique difficile. Ces gens-là peuvent faire des syncopes parce qu'il n'y a plus de sang qui passe à travers l'artère pulmonaire. Et souvent, ça peut être un mode de révélation. La dissection aortique, c'est quand même beaucoup plus rare qu'il y ait une syncope avec récupération complète, mais c'est l'importance de faire l'examen complet au décours. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup aimé cette image que je vous montre ici. On pose sa sonde à l'apex du cœur et on voit qu'il y a une volumineuse image qui obstrue la lumière du cœur, hein, à travers la valve mitrale. Et c'est rattaché ici au septum. C'est un myxome de l'oreillette. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'écho, mais c'est extrêmement simple à diagnostiquer. Encore faut-il se donner l'envie de faire un petit peu d'échographie cardiaque à tous ces patients. Et pour moi, c'est pas une recommandation de société savante, mais en tout cas, c'est la mienne. L'électrocardiogramme, sa rentabilité est faible. 3 à 5% d'anomalies vont nous guider, hein. Évidemment, ces anomalies sont très importantes à repérer parce que la gravité est beaucoup plus grave. Donc, la réalisation est systématique. Alors, première chose, attention, ne vous contentez pas des brassards automatiques, parce que les brassards automatiques disent que le sujet est à 30 par minute alors qu'il s'agit d'extrasystole auriculaire, ou le sujet vous dit, l'appareil vous dit 70 par minute alors que le patient est en fibrillation atriale à 150. Donc attention, ce n'est pas un gold standard de la fréquence cardiaque, c'est juste un indicatif et il faut bien prendre le pouls en cas de doute pour vérifier que ce que dit la machine est conforme à ce que le patient a ou sortir son stéthoscope.
Donc l'électrocardiogramme, il ne faut pas le faire trop à distance, hein, sinon les anomalies, on peut les perdre, hein. Souvent même, on le fait rapidement aux urgences, après une syncope, hein, c'est un tri 3 s'il n'y a pas eu de complications, s'il n'y a pas d'anomalie des constantes vitales, 3 sur 5, et on peut être amené chez certains patients à vite monitorer, chez les sujets à risque, l'électrocardiogramme, soit parce qu'on voit des anomalies, soit au contraire parce que c'est quand même évocateur de palpitations, de syncope rythmique sur le terrain ou les symptômes initiaux. Moi j'ai tendance à monitorer un petit peu ces gens. On va distinguer les anomalies à haut risque et les anomalies à risque mineur, on le verra dans un deuxième cours, pas maintenant, qui sont mineures mais qui quand même passent à un haut risque si la clinique est évocatrice de syncope arythmique devant ces symptômes décrits ici, palpitations, douleurs thoraciques, syncope à l'emporte-pièce. Alors la mesure du QT, on va y revenir, est indispensable, et enfin on peut faire un test allaitement chez des gens qui ont un pacemaker, on va voir ça. Après le CG, donc je l'ai écrit tout à l'heure, faut-il faire un monitorage? Ça dépend un peu de votre présomption, mais n'hésitez pas à le faire, ça peut payer, ça a déjà payé. La mesure du QT est indispensable. Elle est souvent pas très bien connue, la méthode, donc je vais vous la rappeler, hein. Donc on a déjà fait une vidéo sur YouTube sur la mesure du QT et son interprétation. Elle s'effectue au repos dans un état physiologique stable. On repère le début du QRS comme la flèche vient d'apparaître à l'aide de préférence d'un alignement multidérivation, aussi préférence 7. Ensuite, on choisit une dérivation où le QT est le plus long. Alors c'est pas n'importe lesquels, hein. Vous voyez qu'ici, le QT va être difficile à mesurer. Alors j'ai choisi exprès la dérivation V5 et fast électrocardiogramme parce que il se trouve que ça correspond aux recommandations. V5 est la meilleure des dérivations précordiales en général, hein, ça peut être D2 ou V5, ce qui est recommandé. Vous voyez ici c'est le cas. On trace une ligne pointillée pour repérer la ligne isoélectrique, c'est-à-dire la ligne TP, et on fait l'intersection avec la ligne verticale et la fin et la ligne isoélectrique, et on mesure le QT. Voilà. Ici 15 mm, ça nous fait un QT à 600 millisecondes, puisque 1 mm c'est 40 millisecondes. Ensuite, on va interpréter ce QT en le référençant grâce au QT corrigé qui va indexer le QT sur 60 par minute. Ici, j'ai utilisé la formule de Frédéricia et on a 612 millisecondes, ce qui est vraiment un QT très long. Donc ce QT, d'ailleurs, qui est retrouvé par l'ordinateur, 2 mots pour dire qu'il vaut mieux noter quand même les valeurs de l'ordinateur, et surtout quand elles sont supérieures à des grandes valeurs comme 460, nous allons le voir, ou 500, et ici c'est 612, il faut vraiment mettre le patient en sécurité, utiliser ces valeurs, même si il faut les vérifier à la main, nous disent les recos. Alors, la réglette, c'est bien. Si vous n'en avez pas d'ordinateur qui vous calcule le QT, hein, on prend 2 QRS à partir de la flèche indiquée par la réglette, et ici on a donc un alignement à 72 par minute et un QT chez la femme ou chez l'homme qui est à 350, mais chez la femme on rajoutera 10 millisecondes, voilà. Et le QT théorique donc chez la femme à 72 par minute, il est de 350 comme indiqué ici, plus 10 millisecondes et environ plus 12%, ça vous fait une marge de 310 à 410. Voilà, donc chez ce patient, c'est un QT qui est normal, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, la formule de Bazette, c'est la plus utilisée pour corriger le QT. Il y a d'autres formules intéressantes, surtout dans les fréquences cardiaques rapides ou basses, hein. On va le voir. Le Frédéricia, c'est la racine cubique de l'intervalle RR. Il y a le Framingham, il y a le Hodges, il y en a d'autres qui vous sont proposés dans d'autres vidéos et documents de formation. Je voulais juste vous indiquer que les valeurs à retenir, c'est 450 qui sont pathologiques dans la définition du QT long chez l'homme, 460 chez la femme. En tous les cas, dans les recommandations sur la syncope, 460 c'est vraiment un signe d'alarme, et 500 c'est vraiment considéré comme hautement anormal, donc il faut vraiment retenir ces chiffres. Voilà, un syndrome du QT long, cette fois-ci, induit par les neuroleptiques. Vous voyez que ce QT est très bizarre. C'est une cause très fréquente, hein, les QT médicamenteuses de syncope. Alors vous prenez la dérivation V5, hein, vous mesurez le QT, ici il est à 500 millisecondes, vous utilisez sur les sites internet, on peut avoir le QT corrigé, donc c'est ce qu'on a fait ici avec ce calculateur. On a 520 millisecondes, on a une fréquence à 64, et vous voyez que les formules sont à peu près les mêmes, parce que je suis proche de 60.
Si j'avais choisi un patient, bon donc c'est hautement anormal, notamment chez ce sujet, puisque on a un QT à 530 alors que donc on est hautement anormal. Si je vais utiliser une fréquence cardiaque à 42, toujours avec 520, vous voyez que les formules de Bazette n'auraient pas indiqué le QT long alors que les autres formules l'auraient indiqué. Donc c'est ça que je vais vous dire, dans les valeurs basses, le Bazette peut rater le diagnostic de QT long, et dans les valeurs hautes, le Bazette surestime les QT, vous voyez j'ai mis 105 avec 370, et là le QT long va vous paraître long alors qu'il n'est pas long pour cette fréquence cardiaque avec les autres formules. Ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut donc être critique sur le QT en fonction de la fréquence et bien savoir le mesurer soi-même. Le test à l'aimant, c'est une méthode pour vérifier que le pacemaker marche bien. Quelqu'un a fait une syncope, vous voyez pas de pacemaker sur l'électrocardiogramme de base, s'il a un pacemaker, c'est que de temps en temps il en a besoin. Il faut quand même vérifier qu'il marche. Dès qu'on pose l'aimant sur le boîtier du pacemaker, la stimulation duale, c'est-à-dire atriale et ventriculaire, est déclenchée automatiquement. Il faut mesurer cette fréquence, la fréquence d'électrostimulation induite par l'aimant, et la comparer avec les chiffres du constructeur. Ça va être très important pour voir si, par exemple ici 91, c'est un petit peu loin de 100. Normalement c'est 100 le plus souvent avec un test à l'aimant, donc il faudra vérifier que le pacemaker marche bien, peut-être en renvoyant le patient faire tester son pacemaker chez le rythmologue. On peut interroger le pacemaker et découvrir s'il marche tout le temps bien comme il faut, ce pacemaker. Voilà, attention aux fréquences un peu basses induites par les aimants. Voilà. Les anomalies ECG en faveur d'une syncope rythmique, je vais aller très vite, parce qu'il y en a un certain nombre dont on va parler tout à l'heure. Je vous laisse les voir d'ores et déjà, mais sachez qu'on ne va pas en parler ici parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. Et on va tout de suite aller à la recherche d'une hypotension orthostatique. Vous avez fait les 3 premières étapes. Il faut une technique rigoureuse après 65 ans ou en cas d'état morbide favorisant, comme une déshydratation, pour rechercher une hypotension orthostatique. La technique doit être rigoureuse. Elle ne doit pas être déléguée à un tiers qui n'est pas parfaitement formé, comme on voit trop souvent dans les hôpitaux, et vous-même, il faut vous former pour demander au tiers qui va le mesurer, cette tension artérielle couchée debout, de le faire correctement. Alors, le patient est allongé à plat, la tête à plat aussi, pas en demi-position, pendant une période suffisamment longue avant le test. Voilà, on dit 5 à 10 minutes, moi je prends 10 minutes. On laisse le sujet, on ne lui parle pas trop, il ne bouge pas trop, il ne bouge pas ses jambes, il reste calme, c'est la technique de référence. On mesure la tension artérielle et la fréquence cardiaque, par exemple à l'aide d'un moniteur, vous savez, les brassards automatiques, plus le moniteur de fréquence cardiaque. C'est bien, c'est renouvelé immédiatement dès que le sujet est debout, ou alors en position assise s'il ne peut pas le faire aller jusqu'au bout vers la position debout. On demande au sujet de se lever lui-même, et s'il n'y a pas d'hypotension détectée précocement, les mesures doivent être répétées plusieurs fois jusqu'à la fin de la 3e minute. Les tensions systoliques et diastoliques et la fréquence cardiaque sont notées à chaque fois, et une chute de la tension artérielle étant notée parfois dans les 15 premières secondes, il faut quand même faire très attention, interroger le patient et rester près de lui pendant cette épreuve. Souvent, noter s'il a la tête qui tourne. Il suffit qu'il ait la tête qui tourne pour que, si en plus vous ayez l'hypotension, le diagnostic soit fait. Et j'ai écrit 15 premières secondes parce qu'on n'a pas toujours, avec un Dynamap, les 15 premières secondes, on peut rater une hypotension orthostatique. C'est pour ça que les recommandations nous disent qu'il faut non seulement un brassard à tension adapté, mais un tensiomètre manuel, et non pas automatique. Et en plus, dans les automatiques, il y a vraiment des qualités très différentes entre les gros moniteurs et les petits tensiomètres manuels qu'on a parfois dans les services, qui n'arrivent pas à prendre la tension dans les premières minutes, dans la première minute, s'il y a une chute de tension. Attention à ne pas avoir un instrument de mesure qui n'est pas conforme à votre question. Donc la méthode de référence, c'est le stéthoscope posé sur la zone humérale, c'est les bruits de Korotkov. Moi, j'aime bien cette méthode-là, parce qu'en 15 secondes, je sais si mon sujet a une chute de tension, et je suis sûr de mon oreille, alors que je ne suis pas sûr du brassard. Voilà, donc les bruits de Korotkov, je passe. La recherche d'une hypotension orthostatique, elle est positive s'il y a une chute anormale de la tension artérielle par rapport à la valeur initiale de 20 mm de mercure au moins.
ou 10 mm diastolique, ou alors si la tension est d'emblée basse, hein, on peut déjà, quand on a un sujet qui a une tension systolique inférieure à 110, on se doute que quand il se lève, il va avoir beaucoup de peine à faire des tensions extrêmement basses. Donc des fois, 15 mm suffisent chez un sujet qui a déjà une tension artérielle basse pour faire l'hypothèse et le diagnostic d'une hypotension orthostatique. Donc notez la fréquence cardiaque, car c'est un argument pour une hypotension orthostatique neurogène si la fréquence cardiaque ne s'accélère pas. Donc le diagnostic est posé si les symptômes coïncident avec la clinique. Il est suspecté si vous avez des symptômes évocateurs de tête vide ou de je me suis levé, j'ai fait quelques pas, je suis tombé. Ou alors, si les symptômes ne sont pas évocateurs, mais qu'on constate une hypotension orthostatique. C'est pas parce qu'il y a une hypotension orthostatique que le sujet a fait ça. C'est ça que je veux dire. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait une concordance et non pas une discordance entre le pré-test et le test. Et enfin, on l'a déjà dit plein de fois, on n'écarte pas, après une première recherche d'hypotension orthostatique négative, une hypotension orthostatique. Parce qu'elle reste valable. Si le sujet nous raconte une histoire d'hypotension orthostatique, il ne faut pas hésiter à reprendre, par exemple, surtout le matin après les prises médicamenteuses, 1 à 2 heures après la tension artérielle couchée debout. La recherche d'hypersensibilité du sinus carotidien, elle est recommandée depuis de nombreuses années. Alors, on le fait en général si les premières étapes sont négatives, et que quand même le sujet a plus de 65 ans. Ça vaut le coup. Alors ça se diagnostique sur l'électrocardiogramme, hein, en présence d'une pause ventriculaire de durée supérieure à 3 secondes ou une chute de tension artérielle supérieure à 50 mm de mercure. C'est énorme. Hein. Donc ça peut être extrêmement fort, la pression du sinus carotidien. On va voir comment on le fait. On va voir qu'il faut monitorer ces patients. Hein. Donc on le fait chez des sujets dont on a l'impression que ça peut être une cause réflexe, son histoire, et qu'on n'a rien trouvé dans l'interrogatoire d'autre que ça. Donc ça se fait au lit du malade, le malade est couché dans un premier temps, on le monitore, il est à plat et on palpe la carotide sous-mandibulaire qui passe donc du côté du muscle sternocléido-mastéoïdien et on la repère par sa pulsatilité après une légère rotation de la tête du côté opposé au massage. On fait une pression bidigitale, hein, c'est une pression, c'est pas un massage, hein, c'est pas du shiatsu, c'est une pression brève, environ 5 à 10 secondes maximum, légère mais suffisante pour déclencher une stimulation nodo-freinatrice réflexe. Voilà. Alors on va observer parfois une réduction transitoire de la fréquence cardiaque, hein, de la conduction, éventuellement une légère baisse de la tension artérielle. Ce n'est pas un diagnostic positif, c'est une réaction normale, ça. Le diagnostic positif d'hypersensibilité, c'est quand je vois une asystolie transitoire, hein, au moins 3 secondes, ou une chute de tension, et éventuellement une syncope, ça serait mieux, j'en ai vu une l'autre jour, qui s'est terminée par des clonies et un pacemaker très rapide. Donc, si le massage est négatif d'un côté, on fait de l'autre côté. Voilà. Je vous engage à regarder cette vidéo sur YouTube, publié par le New England Journal of Medicine, carotide sinus massage. Vous saurez tout en 9 minutes 27 sur le carotide sinus massage. Donc les complications neurologiques sont très rares, il faut prendre des précautions. Si j'ai un patient qui a déjà eu un accident ischémique transitoire, un accident vasculaire cérébral ou qui présente une sténose carotidienne supérieure à 70%, c'est du bon sens. Hein. Bon, 70%, ça sort des séries, il faut du bon sens. Quand on entend un souffle, quand on voit une cicatrice cervicale, quand le sujet n'est pas très interrogeable, il vaut mieux, en cas de risque-bénéfice incertain, ne pas faire ce geste en médecine d'urgence. Faire par exemple une manœuvre de Valsalva éclair, c'est-à-dire de la toux, vous faites tousser le sujet, et ça peut vous aider à faire un diagnostic d'hypersensibilité du sinus carotidien dans certains cas. Donc elle est fréquente, cette hypersensibilité, et on ne la retiendra que si les sujets n'ont pas d'autres causes de syncope. Hein. Il faut rechercher toutes les autres causes, notamment rythmiques et structurelles, car il y a des gens qui font des pauses de 3 secondes et qui n'ont pas de symptômes, et ce n'est pas ça le diagnostic final. Toujours la concordance entre le test et le post-test. Là, je voulais vous montrer la carotide gauche et la carotide droite d'un sujet. C'est tellement gros qu'il suffit de poser sa sonde. Vous voyez ici, il n'y a même pas 11 secondes entre les deux images.
Donc là, j'ai la carotide gauche, j'ai mis la carotide droite et on a vraiment un très joli flux avec des très jolies artères. Ici, j'ai pas d'inquiétude. Par contre, ici, vous voyez que j'ai allumé un petit peu le Doppler. À gauche, c'est bien, mais à droite, ici, il y a une plaque. Alors moi, ça fait pas 70%, je fais pas de l'écho Doppler, je fais de l'échographie clinique. J'ai pas envie de masser cette carotide, vous voyez, avec la zone hypoéchogène en regard. Quand on masse une carotide, surtout chez des sujets qui ont déjà un petit peu une bradycardie de fond, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc il faut vraiment bien monitorer ces sujets-là, hein, dans de bonnes conditions. Là, ce patient est syncopé grave, comme on dit maintenant. Donc en 10 secondes, en 10 points clés, je pense que vous avez tout retenu. La syncope est par définition secondaire à une hypoperfusion cérébrale, l'interrogatoire est policier, l'examen clinique est méticuleux, l'ECG et la méthode et la mesure de tension artérielle couchée debout sont les piliers indispensables de l'évaluation initiale. La syncope réflexe est de loin l'étiologie la plus fréquente. Réflexe, ça veut dire qu'il y a une situation neurologique, soit situationnelle, soit vasovagale, qui va déclencher la syncope. C'est de l'interrogatoire essentiellement, et un excellent interrogatoire. Si on n'a pas trouvé, on fait l'examen physique, l'électrocardiogramme, éventuellement une échographie clinique, enfin moi je le fais systématiquement, et l'ECG, bien entendu, peut nous permettre de détecter des anomalies à fort risque, et puis des anomalies à faible risque, on verra un petit peu plus tard, qu'il faudra confronter avec la clinique. La mesure de la tension artérielle est une technique rigoureuse, ça ne se délègue pas, on le fait juste après le lever, de préférence avec un stéthoscope ou un excellent brachard, on le fait durer pendant 3 minutes, et puis on doit savoir le refaire si on a vraiment un doute. Le massage carotidien est recommandé lors de l'évaluation initiale d'une syncope en l'absence de cause triviale. Alors cette constatation peut permettre le diagnostic de syndrome du sinus carotidien et conduire vers la pose d'un pacemaker. Les étiologies des malaises chez les sujets âgés sont multiples souvent, donc il faut faire un examen encore plus compliqué chez eux, il faut tourner autour, comme on dit. En tous les cas, on ne doit pas oublier une de toutes les étiologies qu'on a citées. On doit avoir une enquête donc complètement exhaustive et recourir à l'hospitalisation si on n'a pas de diagnostic initial et que, en plus, par exemple, le sujet s'est blessé. Donc, l'urgentiste doit savoir corriger les facteurs favorisant et déclenchant de malaise et syncope. Et je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie.